En mission économique en Australie, hier, Mark Carney répondait à cette question de journaliste. Vous avez dit que le Canada ne participerait pas à l'offensive israélo-américaine en Iran. Pouvez-vous catégoriquement dire que ce sera toujours le cas, même si le conflit s'élargit et se prolonge? On vous fait écouter sa réponse. You've asked a fundamental hypothetical in a conflict that can spread very broadly. Today's events, recent events, point to that. So one can never categorically rule out participation. We will stand by our allies, but we will always defend Canadians. We will always stand by and defend our allies when called upon. La nuance est importante. Dans cette situation hypothétique, Mark Carney n'a pas exclu la possibilité d'envoyer des soldats au Moyen-Orient, mais il ne s'est pas engagé non plus. Puis ce serait sous quel prétexte? Le premier ministre exclut une intervention directe en Iran, mais pour le reste, il nous laisse dans le flou pour le moment. Mais il alimente certainement les conversations que nous aurons au panel ce soir. Carl Bélanger, Amanda Simard, Émilie Foster, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Émilie, je commence avec vous. Pourquoi est-ce que Mark Carney n'a pas fermé toutes les portes, vous croyez? Je pense qu'il les a pas fermées. On est en train de comprendre la raison. Là, on vient de voir la chef de l'armée, Mme Carignan, qui vient de sortir là, pour dire, écoutez, il est possible qu'on vienne en aide aux pays qui sont attaqués actuellement au Moyen-Orient. Donc, ça vient juste de sortir. Donc, je pense que Mark Carney a ouvert la porte et là, on voit que, la générale de l'armée, elle non plus, ne la ferme pas, cette porte-là, à une intervention au Moyen-Orient dans la guerre. Alors, écoutez, il faudra voir là, la suite des choses, mais les conservateurs, déjà aujourd'hui, ont réclamé que le premier ministre aille devant le Parlement pour obtenir une autorisation pour impliquer le Canada dans le conflit. Alors, à l'interne, ça fera certainement jaser, ce sera certainement l'objet de débats politiques, mais très clairement, j'ai l'impression qu'on s'enligne pour une participation au conflit en date de ce soir, là. Oui, puis on va se reparler des conservateurs tout à l'heure, mais Carl, à votre avis, qu'est-ce qui justifierait que le Canada déploie des soldats? La seule justification possible serait une attaque contre des pays de l'OTAN. L'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar ne sont pas des alliés naturels du Canada. Mais lorsque l'Iran commence à bombarder des bases militaires britanniques, si jamais les Royaumes-Unis décident d'invoquer l'article 5 de la Charte de l'OTAN, le Canada serait obligé de se porter à la défense de ses alliés. Le problème avec la position de Mark Carney, c'est que depuis le début, c'est difficile à suivre. On était pour les frappes américaines, mais on était en même temps en faveur du droit international. On veut une résolution diplomatique, mais en même temps, on est prêt à déployer des troupes. Alors, il y a une ambivalence là, de Mark Carney, et je pense que pour les Canadiens, on regarde ça avec un certain air dubitatif en se disant, mais où il s'en va avec ça? Parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'intérêt parmi la population pour s'engager dans un conflit armé avec l'Iran. Vous pensez qu'il a été assez clair, vous, Amanda? Oui, mais je pense qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait des ajustements dans les positions et qu'on laisse la porte ouverte à plusieurs scénarios parce que le conflit évolue. Et ce qui rend ça complexe, c'est que l'administration Trump n'est pas vraiment claire avec l'objectif exact de toute cette opération-là. On sait que quand même le chef suprême a été éliminé, mais après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le changement de régime? Et on ne sait pas. Est-ce que c'est quelqu'un de pire? Est-ce que c'est quelqu'un de mieux? Est-ce que le peuple iranien va être libre? Je pense que ça place les pays comme le Canada dans une position difficile parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est justifié. Mais si on voit que c'est vraiment positif et qu'il y a une bonne conclusion, je pense qu'il y a plusieurs pays qui vont être beaucoup plus fermes avec leur appui avec ce que M. Trump a fait. Mais ça fait qu'il faut rester flexible et il faut vraiment voir comment le conflit évolue. Ça, c'était hier, mais si on rétropédale depuis le début de l'attaque samedi, il s'en est dit beaucoup de choses au gouvernement. Vous pensez quoi, Carl, de la réponse d'Ottawa cette semaine? Mais ça manque de clarté. Et le problème en politique, c'est que lorsqu'on n'est pas clair, bien, ça laisse place à l'interprétation. Et d'un côté, on a les conservateurs qui jouent leur pion, qui demandent au premier ministre de venir clarifier sa position devant le Parlement, Émilie l'a mentionné. Et de l'autre côté, tu as les partis plus de gauche, comme le NPD, qui ne veulent rien savoir de l'engagement militaire du Canada. Alors, c'est le débat politique qui va s'engager ici. Et même, on a vu là, cette semaine le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, dire au Québec, le danger, c'est pas l'Iran, c'est le Canada. Alors, vous voyez, ça peut mener à bien des endroits. Amanda, vous donnez quelle note au gouvernement, vous? Je dirais à moins.
pour ça parce que je pense que c'est important de clarifier la position, mais je pense que c'est toujours mieux de le faire avec la déclaration initiale, mais je pense que c'était nécessaire et on est dans un conflit qui évolue et il faut s'adapter. Quand on regarde l'évolution, Émilie, de la prise, le soutien en début de semaine, puis après ça, la remise en question, vous trouvez la réponse d'Ottawa cohérente? Moi, je donnerais davantage C, là, en tout cas au niveau de la communication politique. Parce que, écoutez, là, on a été en montagne russe toute la semaine. Moi, j'ai l'impression que Mark Carney, on en a la preuve, était très agile sur le plan économique à l'international, avait déjà énormément de contacts par son passé. Par contre, de toute évidence, quand il est question de diplomatie et de guerre, il n'est pas habile du tout. Même tout à l'heure, que la chef de l'armée sorte en disant c'est possible qu'on défende des pays du Golfe attaqués. Et là, en même temps, Mark Carney avait entrouvert une porte, mais n'était pas allé jusque-là encore. Alors, il y a vraiment, depuis le début de la semaine, des montagnes russes. C'est une contradiction après l'autre. J'ai l'impression d'assister là, à son apprentissage en direct de la diplomatie internationale. Vous parliez des conservateurs tout à l'heure, parce que pendant que Mark Carney est en Australie, c'est de là qu'il a réagi. Pierre Poilievre, lui, chef conservateur, est en Europe. Il veut renforcer les liens entre le Canada et l'Europe en matière d'approvisionnement énergétique. Puis il a fait un discours à Berlin. Il s'est entre autres engagé à mettre en place un accord pour acheminer du gaz naturel en Allemagne s'il devient premier ministre. Amanda, qu'est-ce que vous retenez, vous, du voyage de M. Poilievre? Je pense que c'était nécessaire pour M. Poilievre de se démontrer comme... De vraiment se positionner, qui pourrait être un chef d'État, qui sait comment faire la diplomatie, parce qu'avant ça, il qualifiait tous les voyages de M. Carney comme pratiquement du jet-setting, qui n'est pas vraiment pantoute la même affaire. Donc, je pense que pour le prendre au sérieux, il doit pouvoir, pour que les gens le prennent au sérieux au Canada comme un futur chef d'État, ou un futur premier ministre, je devrais dire, qu'il peut avoir des relations avec les autres pays, mais c'est une tournée de chef d'opposition. C'est pas une tournée, il n'y avait pas de rencontre avec des gens officiels du gouvernement de chaque parti. C'est normal, ça arrive au Canada, on reçoit des chefs d'opposition. Il n'y a pas grande couverture médiatique, mais je pense qu'il parle à son monde, ses électeurs, les électeurs qui vont peut-être pas être satisfaits avec M. Carney, le gouvernement libéral, qui peut-être dans le futur le considéreraient, et ça vraiment les tracassait aux dernières élections que M. Poilievre ne respectait pas les voyages internationaux. Bon, puis son voyage coïncidait avec la guerre en Iran, on en parlait. Émilie, Pierre Poilievre, lui, a soutenu les frappes en fin de semaine. Aujourd'hui, son parti a réclamé, on l'a dit, un débat parlementaire avant toute participation militaire canadienne dans la guerre en Iran. Donc, vous pensez quoi de la réponse de M. Poilievre? Je pense que M. Poilievre, réagit, on s'en doute, de façon plus conservatrice en disant qu'il appuie les frappes. Ça, j'ai pas de surprise là. Je pense qu'ils ont un bon réflexe, les conservateurs, d'exiger que Mark Carney vienne devant le Parlement avant de s'engager dans une guerre. Moi, je pense que c'est une bonne tactique d'opposition. Quant à son voyage, j'ai le goût de dire, ça arrive 1 an et demi trop tard. Il aurait dû probablement faire ça bien avant, aller se faire des contacts à l'international et montrer à l'interne, ici au Canada, qu'il était capable de se comporter en chef d'État. Ça arrive peut-être un peu trop tard, mais bon, des fois, on dit vaut mieux tard que jamais. Et il va également faire des discours économiques un peu partout. Il a également parlé d'une possible entente pour vendre du gaz naturel en Allemagne, ce qui n'est pas du tout mauvais en soi. Donc, à date, sa tournée est quand même assez bien réussie, je trouve. Bon, Carl, on voit aujourd'hui un nouveau sondage qui montre quand même que les conservateurs de M. Poilievre sont 14 points derrière les libéraux. On le montre à l'écran. Qu'est-ce que M. Poilievre doit se dire en ce moment, vous pensez? Il doit se dire j'ai pas besoin d'élection à ce moment-ci. Et c'est pour ça qu'on voit depuis le début de l'année une espèce de collaboration avec les libéraux, hein? Pierre Poilievre qui a, excusez-moi là, qui a demandé à des rencontres avec Mark Carney, qui a offert une espèce de branche d'olivier, parce que effectivement, une élection à ce moment-ci pour les conservateurs serait épouvantable. Donc, on ne veut pas donner d'excuses à Mark Carney d'aller en élection, mais pour Pierre Poilievre, évidemment, le problème, c'est que remonter la pente dans le temps de crise, dans un temps où on a de l'instabilité mondiale, ça va prendre plus qu'un voyage qui passe inaperçu parmi la population pour remonter la côte. Puis, rapidement, Carl, on va vous laisser prendre votre voix, prendre un verre d'eau. Émilie, pensez-vous justement que M. Carney aurait intérêt à déclencher des élections anticipées?
Moi, je pense que non. J'ai l'impression qu'il peut aller chercher sa majorité autrement, notamment par les élections partielles qui s'en viennent. Et au pire, il pourrait même rapatrier son président de la Chambre et donner ça à Elisabeth May, qui finirait bien sa carrière. Donc, bref, il y a des possibilités pour lui de devenir, je pense, majoritaire autrement que par un déclenchement d'élections, surtout avec la guerre qui vient d'être déclenchée en Iran. Je pense qu'il aura fort à faire, le premier ministre, bien autre que de faire des élections ce printemps. Et en une vingtaine de secondes, Amanda, vous en pensez quoi? Oui, moi, je suis d'accord avec Émilie parce que je vais prendre l'autre côté, pas nécessairement pour les conservateurs, mais pour les libéraux. Même si on est haut dans les sondages, que ça va bien, il y a beaucoup qui se décident en campagne électorale. Ça peut changer assez vite. On a des expressions pour dire ça à l'interne dans les camps de campagne, mais c'est vraiment, ça change rapidement et tout se joue durant la campagne. Bon, très bien. Je pense qu'on a besoin d'une petite pause. Au retour, on fait un crochet en politique québécoise. On retrouve Carl Bélanger, Émilie Foster, Amanda Simard pour notre panel du jeudi. Le Québec est à 7 mois, jour pour jour, des élections provinciales, les prochaines. Est-ce que le Parti québécois est aussi confortable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques semaines? Parce qu'on prenait connaissance hier d'un nouveau sondage léger. Le PQ, on va vous le montrer. Le PQ et le Parti libéral sont au coude à coude. 31 des répondants donnent leur appui au parti de Paul Saint-Pierre Plamondon, 30 au parti de Charles Milliard. Donc, Carl, si vous êtes au PQ, est-ce que vous commencez à être inquiet, là? Non. Non? On ne faut pas paniquer du côté du Parti québécois parce que la remontée du Parti libéral du Québec ne se fait pas vraiment sentir dans les comtés francophones, dans les comtés à l'extérieur de la région de Montréal. On va montrer un tableau là-dessus, d'ailleurs, enchaîné, mais on va montrer un tableau à l'écran là-dessus. Oui, d'ailleurs, le Parti libéral est troisième dans les comtés francophones à l'extérieur de l'île de Montréal. Même les conservateurs qui peuvent leur damer le pion, là, particulièrement dans la région de Québec. Alors, le Parti québécois, dans les circonstances actuelles, avec les chiffres actuels, aurait un gouvernement. Le problème, c'est qu'avec les chiffres actuels, aurait probablement un gouvernement minoritaire. Se lancer dans une campagne référendaire dans les circonstances serait très risqué. D'ailleurs, cet aspect référendaire, je pense, est un boulet pour le Parti québécois qui pourrait faire les choux gras du Parti libéral et de Charles Milliard au cours des 7 prochains mois. Est-ce que vous faites la même lecture? Est-ce que c'est le spectre du référendum, Émilie, qui vient hanter un peu le PQ? Je pense que oui, le spectre du référendum vient hanter, surtout dans cette période de très grande turbulence et incertitude, autant politique qu'économique. Donc, les gens se disent, c'est pas le temps de faire un référendum. Alors, à la toute fin, j'ai l'impression que le Parti québécois va être obligé de tasser complètement cette idée-là. Déjà, Paul Saint-Pierre Plamondon semble plus hésitant qu'il l'était sur la question, mais j'ai l'impression qu'il va devoir, d'ici l'élection, tasser ça complètement. Par ailleurs, au sujet du Parti québécois et de l'électorat francophone, je ferai attention parce qu'il y a une remontée actuellement du Parti libéral. Donc oui, ils sont encore à peu près 19-20 points en arrière dans l'électorat francophone, mais Charles Milliard semble débuter une lune de miel et vous savez, en politique, ça peut être très fort, une lune de miel. On verra pour la suite, les campagnes comptent. Le Parti libéral remonte énormément aussi, a remonté de 10 points chez les 55 ans et plus, qui est une clientèle qui vote énormément. Alors là aussi, ça peut commencer à faire une différence. Alors, on verra bien. J'ai l'impression que c'est une boîte à surprise, l'élection en 2026 au Québec. Tout peut se produire. Oui, du point de vue journalistique puis des analystes, ça va être intéressant à suivre. Amanda, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous voyez une tendance qui se dessine d'ici octobre, là? Bien, moi, je pense que ça va prendre au moins 2-3 autres sondages qui vont dans la même direction pour déterminer s'il y a vraiment une tendance. Mais je pense que pour le PQ, moi, je suis d'accord que c'est pas vraiment... faut pas paniquer tout de suite. Et parce que le chef du Parti libéral du Québec est nouveau, il y a une certaine intrigue, on est curieux et les partis font toujours bien quand ils n'ont pas de chef et au tout début, quand les autres partis n'ont pas eu la chance de définir le nouveau chef. Mais si je suis le PQ, j'en prends note quand même parce qu'il y a du travail à faire. Là. On a passé à travers M. Rodriguez, il y a eu beaucoup d'efforts pour le définir, mais là, il faut changer, il faut qu'il s'attaque au chef du Parti libéral du Québec, mais ils ont très peu de temps pour faire ça, mais je pense que c'est encore la lune de miel. Très bien. Peut-être très, très rapidement, Émilie, j'aimerais vous relancer sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que peut-être qu'il devrait écarter le référendum, mais est-ce qu'il ne craint pas, s'il écarte le référendum, de justement perdre des votes de ceux qui, en ce moment, peut-être les 31 à peu près, qui sont en faveur?
Moi, j'ai l'impression qu'ils ne les perdraient pas de toute façon. Où iraient-ils, ces gens-là, à la toute fin? ça. Et les gens au Québec ont besoin d'un bon gouvernement parce qu'il y a beaucoup de choses en mauvais état au Québec actuellement. Et selon un sondage récent, il y a au-dessus de 70 qui jugent que le Québec va mal. Alors, j'ai l'impression que les gens cherchent d'abord un bon gouvernement. Très bien. Et vous, peut-être, Carl, vous en pensez quoi? Les gens cherchent un changement et malheureusement, je ne pense pas que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drinville qui va le représenter. Plus probablement le PQ avec Paul Saint-Pierre Plamondon ou Charles Milliard ou peut-être, Éric Duhem et le Parti conservateur qui, dans certaines régions, font vraiment flèche de tout bois. Alors, ça va être, comme Émilie dit, une vraie boîte à surprise. Ça va être intéressant. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. C'est tout le temps qu'on a, mais évidemment, vos lumières nous aident toujours à comprendre tous ces enjeux-là. Amanda Simard, Émilie Foster, Carl Bélanger, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir.